Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 août 2025 et notre ami le professeur Marandi est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Merci Nima, c'est un plaisir d'être dans votre émission. Permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé en Australie. Qu'est-il arrivé à l'ambassadeur iranien en Australie? Ils l'ont déclaré persona non grata. C'est assez étonnant qu'Israël ait déclaré Lula persona non grata. Que se passe-t-il en Australie? Eh bien, apparemment, l'ambassadeur iranien aurait participé à un génocide à Gaza. Je suppose que c'est ce qu'il en est, puisque l'ambassadeur israélien se porte très bien en Australie et que le régime australien n'a aucun problème avec lui. Donc ce doit être l'Iranien qui commet des crimes contre l'humanité, affame des bébés et participe à des massacres de familles au quotidien. C'est une pression de la part de Netanyahou. Nous avons vu il y a quelques jours Netanyahou envoyer une lettre au Premier ministre australien, le menaçant en substance. J'ai tweeté cela il y a quelques heures. C'était sur, je pense en tout cas, vous pouvez le trouver, soit sur, je crois, le Jerusalem Post, si je ne me trompe pas. Mais le régime australien subit des pressions de la part des Israéliens. Nous avons vu les manifestations en Australie et elles sont très impressionnantes. Le peuple australien devrait être très fier de lui pour avoir pris cette position, aussi bien la semaine dernière que cette semaine. Ainsi, le gouvernement australien subit beaucoup de pression pour reconnaître la Palestine, même si cela n'a aucune signification réelle. Reconnaître la Palestine ne change rien pour le peuple palestinien. Ce n'est qu'un bout de papier. Mais même cela est fait pour atténuer la pression exercée par l'opinion publique. Or, le régime israélien ne veut même pas de cela, et il fait pression sur le gouvernement australien. Ils viennent tout simplement, sans prévenir, et accusent l'Iran d'être responsable de tous leurs problèmes internes. Et ce qui m'inquiète, c'est que, puisque la situation est vraiment mauvaise pour le régime israélien, et qu'elle se détériore très rapidement, le monde s'est retourné contre lui. On voit même des dirigeants occidentaux protester, se plaindre et s'exprimer, même s'ils ne feront rien à ce sujet. Il n'y a aucune sanction contre Tel Aviv. Aucune restriction n'est imposée aux atrocités commises contre le peuple palestinien, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie et dans le sud du Liban, à travers tout le Liban. Ils commettent des crimes partout. Et bien sûr, le Yémen, nous l'avons vu il y a quelques jours à peine. Donc aucune restriction ne leur est imposée, aucune sanction, rien. Mais quoi qu'il en soit, le monde s'est retourné contre le régime, et même les élites occidentales qui soutiennent fermement les monstres génocidaires sont obligées de prendre la parole contre les Israéliens. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il pourrait y avoir une opération sous faux drapeau quelque part, dans un pays, contre des intérêts occidentaux, aux États-Unis, quelque part en Europe, ou quelque chose visant des citoyens occidentaux, afin que le régime israélien puisse peut-être changer le récit. Je ne dis pas que ça va arriver, je n'en ai aucune idée, je n'ai aucune information, ni rien de ce genre. Mais ce genre de choses s'est souvent produit par le passé. Et ce que nous voyons en Australie est un petit exemple où le régime australien essaye de détourner l'attention de ce que fait le régime israélien. Ils essayent de rejeter la faute sur l'Iran pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'Iran. L'Iran est le seul pays de la région à avoir un député juif au Parlement. Il y a une petite mais importante communauté juive. Et en Iran, les Juifs n'ont absolument aucun problème. Le problème de l'Iran, bien sûr, c'est le sionisme. Donc c'est essentiellement une diversion. Et ils l'ont fait pour apaiser Netanyahou. Cela montre simplement à quel point le lobby sioniste est puissant. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, il s'étend à travers tout le monde occidental.
Professeur Marandi, considérez-vous que l'attaque contre le Yémen soit le même type de conséquence du désespoir en Israël? Est-ce pour cela qu'ils attaquent? Il semble qu'ils voulaient assassiner les dirigeants yéménites et les dirigeants houthis. Ils ont dit, nous ne voulions pas faire cela. Nous voulions cibler, je ne sais pas, des bâtiments au Yémen. Je ne sais pas quelle était la stratégie, mais il semble que l'objectif principal était l'assassinat. Quel est votre avis à ce sujet? Eh bien, on peut voir les choses des deux côtés. Le missile yéménite qui a visé Israël est évidemment passé, il y a eu un impact, et cela a rendu le régime israélien très en colère. Mener des assassinats au Yémen ne signifie pas nécessairement que ces deux événements sont liés. Les tentatives d'assassinat pourraient être une forme de représailles parce que les missiles yéménites ont un impact. Et évidemment, les personnes qui souhaitent se rendre en Palestine ou qui y travaillent, lorsqu'elles se sentent en insécurité sur place, cela nuit énormément au régime israélien. Et cela lui nuit bien plus qu'au Yémen, car le Yémen n'a pas d'investissement étranger. Il n'y a pas de travailleurs étrangers là-bas. Et le Yémen ne dispose pas de beaucoup d'infrastructures parce que les Saoudiens et les Américains le bombardent depuis de nombreuses années. Les Saoudiens et les Américains, avec l'Occident collectif, les Émiratis et au départ la Turquie et le Qatar également, ont mené pendant des années une campagne génocidaire contre le peuple yéménite. Par conséquent, ils ne disposent pas de beaucoup d'infrastructures que le régime israélien pourrait cibler. Leurs équipements militaires sont tous profondément enterrés. Nous avons vu comment les Américains ont essayé pendant un mois entier de détruire les forces armées yéménites et ils ont échoué. Trump a capitulé. C'était clair comme de l'eau de roche. Ils n'ont rien gagné de ce conflit. Le régime israélien ne dispose pas de capacités que les Américains n'ont pas. Les capacités américaines sont bien supérieures à celles du régime. Donc, si les Américains ne peuvent pas vaincre le Yémen, il est évident que le régime israélien ne le peut pas non plus. Il n'y a aucune indication qu'un haut responsable yéménite ait été martyrisé. Et si quelqu'un avait été martyrisé, nous l'aurions appris dans les médias. Il y aurait eu des funérailles. On peut donc dire que le régime israélien a bien ciblé des civils. Ils ont visé des infrastructures civiles comme la centrale électrique, mais ils n'ont eu aucun succès d'un point de vue militaire. Pensez-vous que si le prix Nobel de la paix était vraiment sérieux, le Yémen le recevrait? Oh oui. Qui serait votre candidat pour cela? Ansarullah serait celui qui recevrait le prix Nobel de la paix. Mais le Hezbollah serait également très présent. Le Hezbollah et Ansarullah ont fait d'énormes sacrifices, et les peuples du Liban et du Yémen ont fait d'énormes sacrifices pour aider le peuple de Gaza. L'Iran, bien sûr, a consenti d'énormes sacrifices, mais ce que nous voyons au Liban et au Yémen est d'un autre ordre. Ce que le Yémen a accompli, c'est de montrer au monde qu'il est possible de boycotter le régime israélien et de lui faire payer le prix du génocide. On peut bloquer leur commerce et avoir un impact. Mais malheureusement, des pays comme la Turquie, la Jordanie, l'Égypte, l'Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis et le Maroc, rien que dans notre région, continuent de faire des affaires comme d'habitude avec le régime. Transport de pétrole, vente de pétrole, achat et vente de marchandises. Et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les pays d'Amérique latine, même s'ils le devraient, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les pays d'Amérique latine et d'Afrique coupent leurs liens avec le régime israélien lorsqu'ils voient ces pays continuer à entretenir des relations diplomatiques et à effectuer des transactions commerciales.
Si la Turquie avait fait ce qui était moralement juste et rompu ses liens, si les Émirats avaient fait de même, si le Maroc et les autres avaient agi ainsi, alors il y aurait eu beaucoup de pression dans l'ensemble du Sud global pour couper les liens. Et cela aurait été catastrophique pour Tel Aviv. Mais ils montrent qu'ils ne sont pas avec la résistance et qu'ils ne sont pas avec les Palestiniens. Je parle bien sûr des gouvernements, pas des peuples. Les populations de la région sont pro-palestiniennes, anti-apartheid et anti-sionistes. Mais je donnerais le prix Nobel de la paix aux dirigeants d'Ansarullah, et le chef du Hezbollah serait un proche second. Bien sûr, le Hamas se bat pour le peuple palestinien, mais en tant que personne qui essaye, de l'extérieur, de mettre fin à ce génocide, je donnerais le prix Nobel de la paix aux dirigeants de ces deux organisations. Et il est vraiment troublant de voir qu'au Liban, ceux qui critiquaient le Hezbollah pour avoir accepté un cessez-le-feu doivent maintenant reconnaître la pression à laquelle le Hezbollah est confronté. À l'intérieur du Liban, le Hezbollah a des ennemis soutenus par l'Occident et par les Takfiris qui ne cessent de le poignarder dans le dos. Et alors que le Hezbollah souhaite aider le peuple palestinien, il doit se concentrer sur les traîtres au Liban. Et bien sûr, juste à côté en Syrie, nous voyons maintenant toutes les prédictions de Sayed Hassan Nasrallah se réaliser. En Syrie, le régime d'Al-Qaïda et de Daesh, de Jolani, est désormais en train de négocier avec les Israéliens et il est tout à fait possible qu'ils parviennent à un accord. C'est exactement ce que nous avions tous prédit, et bien sûr, en premier lieu, Sayed Hassan Nasrallah. Et que toute cette sale guerre en Syrie n'avait rien à voir avec une quelconque révolution, ni avec l'émancipation du peuple syrien. Tout cela visait à renforcer le régime israélien et à affaiblir la résistance à ce régime. Il y a eu une collaboration des régimes régionaux, menée en particulier par l'OTAN et les États-Unis. Tout cela a été fait pour aider Israël, et le régime en a tiré profit. Mais ce qui est positif, c'est que tout le monde a désormais été démasqué, et cela, je pense, a une grande valeur. Certains disent que cela n'a pas d'importance, mais je pense que cela en a beaucoup. Chacun a montré son jeu, chacun a révélé qui il était, dans la région et au-delà. Et bien sûr, le régime israélien avant tout s'est exposé au monde, ces criminels génocidaires qu'ils sont collectivement. D'autant plus que les gens ordinaires en Palestine, les sionistes, soutiennent le génocide. Donc tout le monde a été démasqué, et il est impossible de quantifier cela. C'est d'une valeur inestimable. Je pense que lorsque nous comparons le Hezbollah au Yémen, c'est en quelque sorte différent, car le Hezbollah subit beaucoup de pression au Liban, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Au Yémen, ils ne peuvent rien faire. Comme vous l'avez mentionné, les États-Unis sont allés en mer Rouge, ils n'ont rien pu faire. Les Israéliens bombardent le Yémen tous les jours, et ils ne se soucient pas de ce que fait Israël. Ils réagissent à ce que fait Israël. C'est, je dirais, un véritable bouleversement. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans les calculs que l'Occident fait dans la région. Absolument. Et au Liban, on voit que les mêmes groupes takfiris se tiennent côte à côte avec des fascistes comme Samir Geagea et les forces libanaises, ainsi qu'avec des régimes occidentaux. Tous sont focalisés contre le Hezbollah plutôt que contre le régime israélien. Comme en Syrie, nous avons un régime qui affirme que nos seuls ennemis sont le Hezbollah et l'Iran. Ainsi, ces takfiris n'ont jamais eu de véritable hostilité envers le régime israélien. Ils n'ont jamais soutenu le peuple palestinien. Mais tout cela se révèle aujourd'hui, leur soutien en Occident, en particulier ceux qui reçoivent de l'argent des pays riches en pétrole et en gaz de la région. Ce sont des organes de presse, des médias, des centres culturels, des organisations politiques.
Ils continueront à essayer de justifier cela parce qu'ils sont sur la liste de paix. Ils continueront à jouer les apologistes pour ces groupes. Mais je pense que pour ceux qui sont indépendants d'esprit, pour ceux qui sont équitables, pour ceux qui regardent la région avec un regard ouvert, ils voient la réalité. C'est devenu évident comme le jour. Ces groupes takfiri ont été, dès le premier jour, un outil de l'Occident. Et ils ont été très utiles. Erdogan, Abdallah de Jordanie, le régime qatari et d'autres ont travaillé très dur pour aider les Américains à mettre en œuvre leur politique dans la région. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo qui montre les services de renseignement britanniques recueillir des informations à Gaza pour les transmettre aux Israéliens. Tu vois, il suffit de regarder le comportement du gouvernement britannique. D'un côté, ils essayent de dire qu'ils condamnent Israël, qu'ils condamnent ce qui se passe à Gaza, la famine, tout ça. Mais tu vois qu'ils fournissent des cibles de renseignement à Israël. Et Israël ne regarde que le résultat. Les cibles sont des civils. Ils ne tuent pas le Hamas. Même des Israéliens admettent que ce qu'ils font, c'est simplement tuer, non des civils. Enfin, ils ne l'avouent pas. Ce document a été divulgué. Il est apparu que selon le régime lui-même, ce sont massivement des civils qui ont été tués. Et ce que font les Britanniques, ils le font depuis le premier jour. Ils fournissent des renseignements et continueront à le faire. Cela fait presque 2 ans qu'ils agissent ainsi. Ils font partie de ce génocide. Et ils le savent aussi, tout comme le document israélien. Je veux dire, ce document était secret pour nous, mais il ne l'était pas pour les alliés du régime. Ils savaient tous qu'un génocide était en cours. Tout est désormais au grand jour. J'ai donné une interview récemment, et l'animateur essayait de ne pas reconnaître qu'il s'agissait d'un génocide. Et j'ai dit que l'intention, dès le premier jour, était le génocide. Si quelqu'un revient en arrière et examine la plainte sud-africaine devant la CIJ, il y a plus d'1 an et demi, toutes les déclarations qu'ils ont rassemblées, du président du régime israélien, du premier ministre, du ministre de la Défense, des députés et du président du Parlement, tous parlaient de génocide. Ils disaient qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza. Ils disaient qu'ils allaient couper la nourriture, l'eau, l'électricité et les médicaments. Tout cela a été dit en octobre 2023. Que quelqu'un aujourd'hui essaie encore de prétendre qu'il ne s'agit pas d'un génocide est troublant. C'est troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Le minimum que l'on puisse faire aujourd'hui, c'est de déclarer ouvertement qu'il s'agit d'un génocide. C'est vraiment le strict minimum. Ce que tout le monde devrait faire, c'est se lever, protester et faire pression sur les gouvernements pour obtenir justice, pour mettre fin à cela, pour rompre les relations avec le régime israélien, surtout les personnes vivant dans notre région du monde. Nous voyons des gens à travers l'Australie descendre courageusement dans la rue. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux en paieront le prix, ou pourraient en payer le prix, pour leur position, au travail, et vous savez, s'ils sont fonctionnaires ou dans le secteur privé, certains pourraient en subir les conséquences. Et donc, quand des gens partout dans le monde paient le prix, les personnes de notre région devraient être prêtes à se lever et à se faire entendre. Le chef de l'opposition à la Knesset israélienne, Yair Lapid, a déclaré que Gaza est en train de devenir l'Afghanistan d'Israël. Pensez-vous d'une certaine manière que Netanyahou est en train de perdre? Parce qu'il avait une certaine emprise sur ces personnes en Israël. Il l'a toujours. Mais comment voyez-vous la situation à Gaza, la pression qui s'exerce sur Netanyahou et les dynamiques internes qui se déroulent en Israël?
Eh bien, Nima, tu connais mon point de vue à ce sujet, je pense, et je pense que ton public le sait aussi. Depuis le début, j'ai estimé que le régime israélien était en train de perdre cette guerre, cette série de guerres. Et tout ce qu'il a fait a été catastrophique pour lui-même et pour l'Occident collectif. L'Occident a payé un prix énorme parce que les régimes occidentaux n'ont aucune crédibilité. Les journalistes occidentaux, les journalistes des médias traditionnels n'ont aucune crédibilité. Les institutions occidentales, aucune crédibilité. Les institutions internationales dominées par l'Occident n'ont aucune crédibilité. Tout cela est terminé. Ils ont mis fin à tout cela de façon permanente. Et il n'y a pas de prix que l'on puisse mettre là-dessus. Encore une fois, la perte pour l'Occident ne peut pas être calculée en chiffres. Mais le régime israélien, il a échoué à Gaza. Son image a été détruite. Il a échoué au Liban. Il a échoué au Yémen. Ça a échoué partout. Ça a échoué partout. Ça a même échoué en Syrie. J'ai dit dès le début qu'en Syrie, c'était une défaite tactique. Et cela continuera d'être douloureux pour la résistance, pour le Liban, pour le peuple syrien et pour le peuple palestinien, parce que ce front a été pratiquement fermé. Mais d'une certaine manière, cela a été une défaite stratégique pour le régime israélien, les régimes de l'OTAN et leurs alliés. Parce que tout ce que nous disons depuis tant d'années s'est avéré vrai. La résistance, l'axe de la résistance, a été justifié. Ceux qui attaquaient le Hezbollah voient maintenant qui sont les traîtres au Liban en ce qui concerne le peuple palestinien. Ceux qui attaquaient Ansar Allah, les méprisaient et soutenaient le génocide saoudien et le génocide émirati, voient maintenant le Hezbollah et Ansar Allah comme des héros. Il en va de même pour l'Iran. L'Iran qui a payé un prix énorme, pas seulement pendant les 12 jours. Je veux dire, si le soutien de l'Iran à Gaza n'était pas d'une importance exceptionnelle, il n'y aurait pas de guerre contre l'Iran. Si l'Iran et, vous savez, si l'axe de la résistance ne faisait pas autant pour aider la cause palestinienne, il ne serait pas attaqué en premier lieu. Mais la chose la plus importante qui ressort de tout cela, c'est que l'image du régime israélien a été démolie. L'image de l'Occident a été démolie. Ceux qui s'opposent à la résistance ont été démasqués. Aucun d'entre eux n'a rien fait pour le peuple palestinien. Le Qatar et l'Arabie saoudite, leurs fonds souverains, ils ont investi en Israël via Kushner. Ils ont des investissements en Israël par l'intermédiaire de Kushner, le gendre de Trump. Jusqu'où cela va-t-il? Où commence la trahison? Et bien sûr, j'ai expliqué ce que d'autres pays ont fait. Et votre public le sait mieux que moi. Donc je pense que puisque l'empereur est nu, tout le monde a été exposé. C'est une bonne chose pour la résistance. Car désormais, partout dans le monde, tout est devenu clair. Le brouillard s'est dissipé. Le brouillard a disparu. Nous voyons qui soutient le peuple palestinien et qui ne le fait pas. Et Netanyahou, il peut continuer ses guerres. Il pourrait même lancer une nouvelle attaque contre l'Iran. He can continue with these wars. He may carry out another attack on Iran. He may continue to bomb Yemen. He bombs. Il peut continuer à bombarder le Yémen. Il bombarde régulièrement le Liban et tue des citoyens libanais quotidiennement, ce que les médias occidentaux ignorent, même s'ils ont des bureaux à Beyrouth. Mais cela nuit à Israël. Le mépris pour le régime israélien à travers le monde se renforce. Plus cela dure, plus ce sentiment s'intensifie. Cela devient plus permanent. Israël n'échappera pas à ce qu'il a commis au cours des 2 dernières années. Donc, à mon avis, plus ça dure, c'est comme dans les vieux films où quelqu'un tombe dans des sables mouvants et plus il bouge, plus il s'enfonce. Même si apparemment c'est pas ainsi que fonctionnent réellement les sables mouvants. Mais bon. Samedi, j'ai parlé avec le lieutenant-colonel Anthony Aguilar. Il était à Gaza. Il a fait un compte-rendu de la situation à Gaza. Quand je lui ai demandé « Comment avez-vous trouvé la situation à Gaza ?», il a dit quelque chose. Je pense que c'est très profond, rien que d'y réfléchir.
Il a dit que l'idéologie de l'armée israélienne, quand on travaille avec eux, c'est que tous les Arabes et les musulmans sont des ennemis. Ils doivent être tués. Et donc il a dit, que pouvez-vous imaginer comme conséquence de cela à Gaza? There's no difference between ISIS and Al-Qaeda. Il n'y a aucune différence entre Daesh, Al-Qaïda et le sionisme à cet égard. Ils considèrent que toute personne qui se met en travers de leur chemin mérite la mort. Et non seulement ils détestent les Arabes et les musulmans, mais ils détestent tout le monde. Ils détestent les chrétiens. On voit comment ils traitent les chrétiens en Palestine. Ce sont uniquement les chrétiens sionistes qui ont été actifs pour essayer de tromper les gens ordinaires aux États-Unis et en Occident, ou les chrétiens religieux, sur la nature d'Israël avec leurs sectes et les absurdités qu'ils propagent. J'ai vu quelques-unes de leurs interviews et c'est très pénible à regarder. Ce n'est pas un secret pour nous car nous savons qu'ils s'expriment ouvertement. Il y a seulement quelques jours, une députée israélienne, elle a parlé, ou peut-être que siècle, elle a parlé d'extermination. Elle a dit, ce sont des Amalécites, et nous ne devrions pas avoir honte de les exterminer. C'est comme ça. Mais l'Occident, eux, ils soutiennent cela. Les journalistes occidentaux, ils soutiennent cela. S'ils ne le soutiennent pas, ils sont trop lâches pour faire quoi que ce soit. Soit ils sont achetés, soit ils ont des problèmes du type Epstein. Et maintenant, avec l'IA et les nouvelles technologies, ils peuvent obtenir toutes sortes d'informations sur les gens via leurs ordinateurs portables, leurs téléphones portables et leurs tablettes. Il existe tellement de moyens différents de collecter des informations sur les gens. C'est pourquoi votre public, surtout puisque je suis sûr que la plupart sont pro-Palestine, devrait être très prudent quant à l'accès à leurs informations personnelles via les téléphones portables, les ordinateurs portables ou les tablettes, et aux images qui peuvent être enregistrées par tous ces appareils. Nous avons appris que l'Arménie et la Grande-Bretagne ont convenu d'élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique. Comprenez-vous ce que le Royaume-Uni attend de l'Arménie? En quoi consiste ce partenariat stratégique? Pourquoi ont-ils besoin de venir en Arménie? Eh bien, tu as dit quelque chose tout à l'heure et j'ai oublié d'y répondre. C'était à propos du soutien des services de renseignement britanniques au régime israélien via Chypre, d'ailleurs. Les avions et les drones partent de Chypre, donc Chypre est profondément impliquée dans cet holocauste. Leurs dirigeants ont du sang sur les mains, beaucoup de sang sur les mains. Ils sont comme Netanyahou, ils ne sont pas différents. Mais les Britanniques, c'est aussi ce qu'ils font en Ukraine. Les Britanniques sont les plus extrêmes de tout l'Occident, même si le Royaume-Uni s'effondre et que l'économie est en train de s'écrouler. La situation au Royaume-Uni est probablement pire que dans toute autre grande puissance européenne. Et la situation en Europe n'est pas du tout bonne. Mais malgré tout cela, les Britanniques sont les plus fanatiques en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Et leur soutien au régime israélien est tout à fait étonnant et extraordinaire. Mais ils ne sont pas puissants. Ils n'ont pas la capacité de projeter leur puissance. Ils n'ont pas plus que quelques milliers de soldats qu'ils peuvent envoyer ici et là. Ainsi, le gouvernement de Bakou, tout comme le gouvernement arménien, tous deux, je pense, interprètent mal la situation. Bakou, au lieu d'essayer d'entretenir de bonnes relations avec l'Iran et la Russie, reste encore sous l'influence des États-Unis. Elle est devenue une alliée de Netanyahou et du régime israélien, alors que ses voisins sont l'Iran et la Russie. Ses deux principaux voisins sont l'Iran et la Russie. Il en va de même pour l'Arménie. Le gouvernement arménien, au lieu d'essayer d'entretenir de bonnes relations avec la Russie, et au lieu d'écouter certains des conseils que l'Iran lui a donnés, a placé sa confiance dans des pays qui ne feront jamais rien pour lui.
L'OTAN n'apportera aucune aide. Je ne sais même pas combien de temps l'OTAN va encore durer. Mais l'Arménie ne peut pas compter sur la puissance des Britanniques. Donc je n'accorde aucune importance à ce que les Britanniques, à tout accord entre le Royaume-Uni et l'Arménie, surtout tant que la guerre en Ukraine se poursuit. La guerre en Ukraine, Nima, continuera de drainer les ressources occidentales. Peut-être que Trump arrêtera de la financer. Et bien sûr, nous ne savons pas ce que fera la CIA car il dispose de toutes sortes de fonds cachés ici et là. Mais les Européens, apparemment, d'après ce que nous voyons, vont continuer à mener cette guerre. Et donc l'économie européenne va encore plus décliner. Elle allait déjà mal. La situation ne fait qu'empirer. Ils ne sont donc pas en position de changer l'équilibre des forces dans le Caucase. Rappelez-vous, ce sont les 7 nains. Je ne sais pas qui a dit cela en premier, mais ce sont les 7 nains que nous avons vus. Peut-être que c'était George Galloway, je ne suis pas sûr. Mais voilà, les 7 nains assis devant Trump et se comportant comme des enfants à l'école. Ou du moins ils ressemblaient à des enfants à l'école. Ce ne sont pas le genre de dirigeants qui seront capables de faire quoi que ce soit dans le Caucase. Et comme je l'ai déjà dit, l'Iran n'autorisera pas de changement de frontières, et l'Iran n'autorisera pas que son accès à l'Arménie, à travers l'Arménie, à la Géorgie, à la mer Noire ou à la Russie soit bloqué. Cela n'arrivera pas. Si c'est la guerre. C'est aussi simple que cela. Et les États-Unis ne vont pas entrer en guerre contre l'Iran à propos de la province méridionale de l'Arménie et de la République d'Azerbaïdjan. Il serait très imprudent s'ils tentaient quoi que ce soit contre l'Iran. Tant que la souveraineté de l'Arménie est préservée, l'Iran n'a pas de problème. Mais dès que cela change, il y aura une confrontation militaire. L'Iran a déjà stationné un grand nombre de troupes à la frontière. Parfois, on voit des choses en ligne. Quelqu'un cite une déclaration d'un homme politique iranien, ou quelqu'un dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Mais la politique de l'Iran est limpide. Je pense, professeur Marandi, que vous avez mentionné le cas de l'Ukraine. Il y a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé en Ukraine. C'est le rôle des Britanniques dans ce qui se passe en Ukraine. Ils continuent de fournir un soutien. Zelensky est totalement protégé par les services de renseignement britanniques. Et vous savez, vous parlez de la CIA. La CIA agit actuellement en coulisses. Mais on voit les Britanniques, comment ils font tout d'une certaine manière en Ukraine. Et je dirais, pensez-vous que le gouvernement iranien serait préoccupé par ce qui se passe en Arménie, étant donné que le gouvernement britannique arrive en Arménie, parce qu'il pourrait jouer le même rôle en Arménie? Oui, l'Iran est certainement préoccupé, mais l'Iran n'est pas vraiment si préoccupé par les Britanniques. Ils sont plus préoccupés par les Américains. Oui, les Britanniques jouent un rôle destructeur, vous avez raison, mais ils ne peuvent pas projeter de puissance. Ils n'ont aucune capacité à combattre l'Iran n'importe où, à n'importe quel moment. Donc oui, ce n'est clairement pas une bonne chose. Personne à Téhéran n'est heureux de voir le gouvernement arménien entretenir ce type de relation avec l'Occident. Et ce n'est pas une politique intelligente. Ça ne l'a jamais été, surtout, comme je l'ai dit, puisque les principaux voisins sont l'Iran et la Russie. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses que fait la République d'Azerbaïdjan et que l'Arménie pourrait faire que nous n'approuvons pas. Mais si cela relève de leurs droits souverains en tant que pays indépendants, nous n'allons rien faire. L'Iran ne fera rien à ce sujet. Mais la question de la souveraineté est un point sur lequel l'Iran a déjà été très clair. Et l'Iran a agi en conséquence.
Avant que le général Bagheri ne soit martyrisé, il l'a clairement exprimé à la frontière avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et des événements s'y sont produits qui ont envoyé un message clair aux voisins du nord de l'Iran. L'Iran ne tolérera aucun changement de frontière. C'est très clair, cela n'arrivera pas. Si cela devait arriver, alors il y aurait la guerre. C'est aussi simple que cela. L'Iran occupera le sud de l'Arménie et n'en partira pas. C'est donc une chose à laquelle les Américains, Aliyev et les Arméniens devraient réfléchir sérieusement. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Tous deux seront présents au sommet de l'OCS. Comment voyez-vous l'importance de ce sommet? Nous allons avoir tous les dirigeants, tous les présidents des pays membres réunis pour dialoguer ensemble. C'est très important, surtout après ce que Trump a fait aux Indiens et aux Brésiliens. Je pense que tant l'OCS que les BRICS ont vu leur rôle et leur position renforcés. Dans le cas des BRICS, le Brésil et l'Inde ont tous deux été lésés par les États-Unis. Ils ont été profondément irrités et ont donc intérêt à renforcer leurs liens avec les autres nations des BRICS et par conséquent à renforcer les BRICS eux-mêmes. Et au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, on observe évidemment la même chose avec l'Inde. Et bien sûr, le président iranien sera présent à la conférence, puis il restera avec les autres pour le défilé militaire. Il sera donc là, je pense, au moins 3 jours. Il rencontrera le Premier ministre indien, le président chinois et bien sûr le président Poutine. Bien qu'ils aient eu une conversation téléphonique, ils se verront en personne et tous ces dirigeants se rencontreront les uns les autres ainsi que d'autres dirigeants de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je pense que les circonstances ont changé. La Chine et l'Inde, l'Inde et le Pakistan, leurs relations très problématiques ne vont pas disparaître. Je veux dire, les problèmes ne vont pas disparaître. Mais je pense qu'il y a de nouvelles opportunités maintenant, grâce au comportement de Trump et à l'imposition de tarifs douaniers sur l'Inde, alors que les Européens utilisent également le pétrole et le gaz russe, comme nous le savons tous. Le rapport, je ne sais pas si vous l'avez vu, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a déclaré que l'importation de pétrole russe en Inde était passée de 1% à plus de 41%. Et les États-Unis essayent de faire pression sur l'Inde. Mais l'Inde a simplement répondu « Non, nous n'allons pas faire cela ». Pensez-vous que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir à Washington, il parlait de la raison pour laquelle nous devons considérer la Russie et l'Iran comme nos ennemis? Pourquoi avons-nous des sanctions contre l'Iran et la Russie? Parce que ce genre d'attitude affaiblirait le dollar. Jusqu'à présent, avez-vous vu quoi que ce soit que l'administration Trump ait fait pour changer ou traiter ce problème? Eh bien, en tant que politiciens, nous constatons qu'à mesure que les relations se renforcent entre les pays du Sud global, membres des BRICS, membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'importance du dollar diminue en termes relatifs, car de nombreuses transactions sont effectuées en monnaie locale ou, dans certains cas, dans des devises qui ne sont pas le dollar américain. Et cela ne sera pas favorable au dollar américain. Mais je pense aussi que ce qui se passe avec la Réserve fédérale, on pourrait bientôt observer un nouveau déclin. Il semble que Powell cède face à Trump et que les taux d'intérêt vont probablement baisser, ce qui entraînera une nouvelle baisse du dollar américain. Et ce n'est pas, je veux dire, je ne suis pas économiste, mais ceux qui s'y connaissent bien dans ces domaines disent que ce n'est pas la solution miracle qui va sauver l'économie américaine. En fait, ils disent que cela va aggraver la situation pour les Américains.
Donc Trump fait exactement ce que beaucoup d'entre nous attendaient. C'est un dirigeant faible, il a montré qu'il était faible, il est facilement influencé par son entourage, et chaque jour il change de position, ce qui rend les États-Unis encore moins crédibles. Certains aiment penser que cette imprévisibilité est une force. Non, ce n'est pas une force. Ou que faire semblant d'être un fou ou un chien enragé est une force pour les États-Unis. Ce n'est pas le cas, car cela pousse les autres pays à envisager des solutions alternatives et à chercher de nouveaux partenaires, simplement parce qu'ils ne veulent pas avoir ce problème. Ainsi, nous voyons comment les États-Unis traitent actuellement leurs alliés. Ils les forcent à se soumettre. Ils disent en gros que les Européens, les Japonais, les Coréens et tous ceux qui ont un lien avec les États-Unis doivent payer un tribut. C'est comme les rois d'autrefois, où les gens devaient venir leur offrir des cadeaux et flatter le roi. Ils nuisent à leurs propres soi-disant alliés plus qu'à quiconque. Mais leurs alliés ne sont plus vraiment importants. Les dirigeants européens sont les mêmes que ceux que nous avons vus assis comme des écoliers obéissant à la Maison-Blanche. Ils n'ont plus aucun poids, ils n'ont plus aucune influence, ils n'ont plus aucune importance. L'Iran ne prend plus les Européens au sérieux. C'était pas le cas il y a même 20 ans. Donc Trump, je pense, accélère en fait le déclin des États-Unis. Il en augmente le rythme. Il rend également les États-Unis plus détestés à travers le monde, en soutenant pleinement le génocide, peu importe les raisons, quelles que soient les informations, ou, vous savez, ce qu'Epstein ou le Mossad détiennent sur lui, ou sur son entourage, ou quelle qu'en soit la raison. Son soutien total au génocide, son comportement grossier envers différents pays, l'insulte aux dirigeants mondiaux, vous savez, il a menacé l'Iran, il insulte l'Inde. Ce genre de comportement ne fonctionne pas pour les États-Unis. Certains de ses partisans ferment peut-être les yeux sur la réalité, j'en suis sûr, mais cela n'aide pas du tout les États-Unis. Il a eu une réunion avec le président de la Corée du Sud, au cours de laquelle il a parlé de dénucléarisation. J'ai parlé aujourd'hui avec John Helmer, et il a dit que lorsqu'il parle de dénucléarisation, il ne parle pas des États-Unis, ni de l'Europe. Il parle de la Corée du Nord. Pour moi, il semble que la Russie, dans son partenariat stratégique avec la Corée du Nord, essaie d'une certaine manière d'équilibrer le pouvoir. Et c'est pourquoi, en tenant compte de la Russie, des États-Unis, de la Corée du Nord et des Européens, ils essaient d'équilibrer cela d'une certaine façon. Comment voyez-vous la manière dont Donald Trump pousse à la dénucléarisation? Pensez-vous que les États-Unis en feraient partie, ou est-ce simplement une rhétorique pour se concentrer sur la Corée du Nord? Il n'en sortira rien. Lorsque les dirigeants des États-Unis et de la Corée du Nord se sont rencontrés, par la suite, le ministre des Affaires étrangères nord-coréen a rencontré des responsables iraniens. On lui a demandé comment était Trump. Il a répondu que ça s'était bien passé. Mais dès qu'il a quitté la pièce, tout est redevenu comme avant. Bolton, qui a maintenant des ennuis, et les autres ont empêché que quoi que ce soit de positif ne ressorte de la réunion. Donc, Trump ne pourra rien faire. D'abord, il n'est pas concentré. Il change constamment de position. Je ne pense pas qu'il ait la moindre stratégie. Je ne crois pas qu'il ait une vision claire de la péninsule coréenne. Mais après ce qu'il a fait à la Palestine, après avoir mené la frappe aérienne contre l'Iran, il n'a fait que prouver aux Nord-Coréens que s'ils doivent tirer une leçon, c'est qu'ils devraient renforcer leur capacité nucléaire. Il a fait plus que quiconque pour convaincre les gens à travers le monde. Je veux dire, les Iraniens ordinaires aujourd'hui, eh bien, je ne peux pas dire massivement, mais une très forte majorité d'Iraniens aujourd'hui, selon les sondages, veulent
que l'Iran possède une arme nucléaire. Et ils critiquent souvent l'État, le gouvernement et la direction de ne pas avoir d'armes nucléaires. Donc l'argument, la justification pour produire des armes nucléaires, pour préserver les armes nucléaires, pour augmenter le nombre d'armes nucléaires, a été avancé par Trump plus que par quiconque. Je ne peux donc pas l'imaginer avoir du succès. Et en ce qui concerne la Corée du Sud, il est évident que les Russes vont soutenir la Corée du Nord. La Corée du Sud a beaucoup aidé l'Ukraine. Une grande partie des munitions qu'a utilisées l'Ukraine contre les Russes provenaient de Corée du Sud. Professeur Marandi, pensez-vous qu'Israël a quel l'Iran, compte tenu de la situation actuelle? Je pense que c'est la question la plus importante aujourd'hui, et je pense que c'est tout à fait possible. L'Iran se prépare, et s'il y a une nouvelle attaque contre l'Iran, cette fois-ci, ce sera bien pire pour la machine israélienne. Les Israéliens n'ont pas... Il n'y a pas de nouvelles armes que les Israéliens possèdent qui puissent défendre leurs actifs contre les missiles et drones iraniens, mais surtout contre les missiles. Il n'y a pas de nouvelles armes disponibles. Mais les capacités de missiles de l'Iran ne font pas seulement qu'évoluer. Certains missiles iraniens n'ont encore jamais été utilisés jusqu'à présent. Ils n'ont pas été utilisés lors de la guerre de 12 jours. Et l'Iran, en ce moment, est en train de changer. Tout évolue à l'intérieur du pays. L'armée, vous savez maintenant, comme nous tous, que depuis que le Dr Larijani est à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, dispose d'un conseil de défense en son sein, un petit groupe de personnes qui pourra prendre des décisions concernant l'armée iranienne de manière beaucoup plus rapide et aisée. Et je pense que l'armée a pris conscience de ses faiblesses. Le gouvernement a pris conscience de ses faiblesses. Les actifs clés seront déplacés. Ils seront placés dans des endroits plus sûrs. La protection des individus par le renseignement et la collecte de renseignements vont évoluer. Les Iraniens ont beaucoup appris de cette guerre de 12 jours, et les capacités militaires de l'Iran s'améliorent à l'heure où nous parlons. Les Israéliens sont dans une situation pire qu'il y a un mois, et surtout après que les images de famine ont été vues dans le monde entier, leur image a été encore plus ternie. Si une guerre, je veux dire, quand le régime Netanyahou a déclenché la guerre contre l'Iran, nous avons vu des gens du monde entier soutenir l'Iran. Il y a même eu des chansons composées sur le bombardement de Tel Aviv, et ainsi de suite. Et il est clair où se situent les sentiments des populations de la région et du monde entier. S'il y a une seconde vague, le soutien à l'Iran sera bien plus important qu'il y a seulement quelques semaines. Les capacités militaires de l'Iran sont aujourd'hui plus grandes. Le régime israélien est dans la pire position, et l'opinion publique mondiale s'est encore davantage éloignée du régime et rapprochée de l'Iran. Beaucoup de gens voient l'Iran sous un jour très différent aujourd'hui qu'auparavant. Ils ne croient plus à la propagande des médias occidentaux. Ils ne croient plus à la propagande des dictatures arabes de la région du Golfe Persique, au régime Takfiri, ni à l'idéologie promue par le Qatar à travers ses soi-disant centres culturels et son immense appareil médiatique qui va bien au-delà d'Al Jazeera et des autres. Les gens voient clair là-dedans. Les gens voient ce qui se passe au Liban. Ils voient ce qui se passe à Gaza. Ils voient qui est aux côtés du peuple palestinien. Ils voient ce qui s'est passé en Syrie. Ils voient ce qui s'est passé au Yémen. Donc une nouvelle vague ne ferait qu'aggraver la situation pour le régime israélien. Je ne souhaite pas la guerre. J'espère que le génocide soutenu par l'Occident à Gaza prendra fin aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens en Iran qui veulent que l'Iran frappe le régime israélien. Beaucoup de gens. Des gens dont vous seriez surpris d'entendre cela.
Les gens viennent me voir en pensant que j'ai une certaine influence. Ils me demandent pourquoi nous nous sommes arrêtés. Ce ne sont pas seulement ces militants pro-palestiniens très motivés. Non, je parle de gens ordinaires dans la rue qui s'attendaient à ce que l'Iran continue. Je veux dire, l'Iran avait ses raisons. Nous en avons déjà parlé. Après tout, c'était une attaque surprise et beaucoup de nos commandants supérieurs ont été martyrisés. L'Iran a subi un coup dur dès le premier jour et il se prépare maintenant à une éventuelle seconde phase. Mais en tout cas, l'ambiance en Iran aujourd'hui est très différente de celle d'avant la guerre. Lancer cette guerre contre l'Iran a été une grave erreur, car cela a uni les Iraniens d'une manière que je n'avais pas vue depuis les années 1980, depuis la guerre de Saddam contre le pays. Et le régime israélien n'est pas en bonne posture à ce sujet. Avant de conclure, professeur Marandi, je pense que si le gouvernement israélien, ou sous la pression exercée sur le gouvernement israélien, finit par laisser les médias se rendre à Gaza pour voir ce qui s'y passe, cela aurait des conséquences énormes pour le gouvernement israélien. Pensez-vous que cela pourrait arriver? Voyez-vous cette possibilité? Tu sais, Nima, on a vu comment l'Associated Press et Reuters prennent leur distance avec leurs propres journalistes à Gaza lorsqu'ils sont martyrisés, lorsque ces Palestiniens sont tués. Ils sont profondément racistes. Et tu les entends dire « journalistes occidentaux ». Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez les journalistes occidentaux? Les médias occidentaux soutiennent cet holocauste depuis le premier jour. Ils n'ont aucune crédibilité. Chacun de ces journalistes palestiniens, même s'ils n'ont travaillé qu'un seul jour avant d'être martyrisés, vaut plus que tout l'appareil de CNN, de Fox News, de la BBC ou de Sky News, et ainsi de suite, France 24, ou tout ce qu'ils ont d'autre. Ces personnes ont donné leur vie et nous ont montré ce qui se passait. Nous savons ce qui se passe à Gaza. Nous savons qu'ils coupent l'alimentation des incubateurs dans les hôpitaux et laissent mourir les nourrissons. Nous savons qu'ils mènent des attaques en double frappe sur les hôpitaux. Et puis Netanyahou dit que c'était une erreur. Mais nous savons que ce n'était pas une erreur, parce que c'était une attaque en double frappe. Ils ont attaqué, puis, lorsque les gens se sont rassemblés, ils ont frappé le même endroit avec un drone. Ce n'était pas un simple obus. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Nous savons comment, même si l'Occident a essayé au début de faire croire qu'il s'agissait d'erreurs ou qu'une roquette palestinienne avait touché les hôpitaux, nous savions dès le premier jour qu'ils visaient intentionnellement les hôpitaux, qu'ils visaient intentionnellement les enfants. Nous le savions grâce à ces journalistes palestiniens qui ont été tués. Nous savons qu'ils traquaient des enfants. Un jour, ils leur tiraient dans la tête, un autre jour dans le ventre, et un autre jour dans le... Nous le savons grâce à ces martyrs palestiniens. Et les journalistes occidentaux, ainsi que les médias occidentaux, n'ont aucune crédibilité. Ils n'apportent absolument aucune valeur. Ils ne sont pas en position de parler de ce qui se passe à Gaza. Nous avons eu toutes les informations depuis 2 ans et ils les suppriment autant que possible. Ils sont des soldats de cette génocide. Et je ne dis pas que tous les journalistes occidentaux sont mauvais. Non, il y en a certains que je sais être des personnes décentes. Mais en général, AP, Reuters, CNN, Fox, peu importe, les médias canadiens, européens, australiens, ils n'ont aucune crédibilité. C'est intéressant d'ailleurs, Nima, parce que tu as commencé cette interview en parlant de l'Australie et des absurdités que le Premier ministre australien a dites sur l'Iran. Les médias australiens m'ont immédiatement contacté, 2 rédactions différentes, et j'ai accepté. Et puis littéralement quelques minutes plus tard, ils m'ont dit « Oh, le planning a changé. L'émission est... » Ils ne veulent pas entendre de contre-discours. Ils ne veulent pas nous entendre. Ils veulent juste répéter leurs absurdités.
Mais le monde a changé. Les gens voient clair dans leur jeu. Seules ces femmes naïves, âgées et celles qui regardent la télévision depuis toujours et qui continuent à suivre ces chaînes, seules elles peuvent y croire. Mais comme nous le voyons aux États-Unis, les jeunes, qu'ils soient indépendants, démocrates ou républicains, voient ce qui se passe à Gaza. Et le peuple australien, les jeunes en particulier, je suis sûr qu'ils comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Ainsi, les médias occidentaux ne contribuent pas au débat. Ils ne valent rien. Ils sont nuisibles à la vérité, à la diffusion de la vérité et de la réalité. Et ceux qui, au sein des médias occidentaux, ont encore un peu de décence, j'espère qu'ils pourront continuer à faire du bon travail, mais leurs institutions n'ont aucune valeur à mes yeux. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Thank you, Nima. It's a great pleasure. Merci Nima, c'est un grand plaisir.